Ce matin, on a eu une bonne nouvelle en termes de lutte contre les changements climatiques. On a appris que TransCanada mettait la clé sous la porte de son projet de l'oléoduc Énergie Est. Et je crois que c'est une belle victoire qu'il faut souligner, étant donné, vous le savez bien, l'importance de limiter l'expansion de l'exploitation des sables bitumineux albertains, donc un type de pétrole extrêmement polluant. Alors une belle victoire, mais une victoire temporaire, une victoire précaire, petite victoire, que je voulais tout de même souligner avant de me lancer dans le vif du sujet. Donc, moi, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, en fait, c'est des boucles de rétroaction socio-écologiques. Je vais expliquer ce que c'est dans un instant. En fait, tout d'abord, ce qu'est une boucle de rétroaction, souvent on entend l'expression en fait en anglais. On parle de feedback loop. Et l'exemple typique pour décrire une boucle de rétroaction en ce qui concerne les changements climatiques, c'est la fonte des glaces. Alors, une boucle de rétroaction, excusez-moi, c'est quand les effets d'un phénomène accélèrent la cause initiale. Donc, quand les conséquences viennent accélérer ou accentuer la cause initiale. Donc, l'exemple typique, c'est celui de la fonte des glaces. Exemple qui a été décrit plus savamment un peu plus tôt cet après-midi par M. Babin. Je vais me permettre une petite explication un peu simplifiée. Autrement dit, les glaces servent de miroir, c'est-à-dire qu'elles reflètent la calotte polaire, par exemple, reflètent la lumière, reflètent la chaleur. Et les glaces, une fois qu'elles fondent, et elles sont en train de fondre, maintenant, la lumière, la chaleur est directement stockée dans les eaux, dans les océans. Et donc, ce qui vient accentuer le réchauffement des températures terrestres et des températures océaniques. Autrement dit, l'effet, qui est celui de la fonte des glaces, vient accélérer la cause, qui est le réchauffement des températures terrestres. Alors, c'est l'exemple peut-être le plus connu, mais ce que j'aimerais proposer aujourd'hui, en fait, c'est que cette notion de boucle de rétroaction peut être appliquée à plusieurs contextes, et pas seulement à des phénomènes naturels. On peut l'appliquer, par exemple, à certaines technologies. Et l'exemple que j'aime bien utiliser à ce sujet, c'est l'exemple de l'air climatisé. Ici, au Québec, on profite de l'hydroélectricité, qui a une empreinte carbonique assez faible, mais encore dans plusieurs régions du globe, on carbure plutôt au charbon, qui a donc une empreinte carbonique très forte. Et l'air climatisé, c'est vraiment un bien de consommation qui est en train de se généraliser aux quatre coins du globe, surtout dans les pays émergents, auprès de ce qu'on pourrait appeler, disons, une certaine classe moyenne est en train de se former, c'est-à-dire des gens qui sont plus tout à fait pauvres, qui peuvent se payer un certain luxe. Et parmi ces biens de luxe, disons, qui est en train de se généraliser, il y a la clim, l'air climatisé. Mais donc, l'ennui, c'est qu'on on se rafraîchit avec de l'air climatisé. L'air climatisé qui, pourtant, utilise une électricité qui, elle, carbure au charbon et donc qui émet beaucoup de gaz à effet de serre et qui contribue au réchauffement climatique, aux changements climatiques qui vont rendre les canicules plus fréquentes et plus graves, etc., etc. Et donc, il va augmenter le besoin de se rafraîchir. C'est un exemple qui peut sembler un peu anecdotique, mais c'est loin d'être le cas. En fait, il y a une étude qui a été publiée en 2015 et qui examinait justement l'impact de l'air climatisé à long terme, d'ici l'horizon 2050 et 2100. Et j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est un impact carbonique, un impact climatique vraiment significatif. La boucle de rétroaction qui m'intéresse plus aujourd'hui, c'est celle en ce qui concerne, d'un côté, la crise environnementale et de l'autre côté, les différents types d'inégalités. En fait, j'identifie 3 points nodaux. Trois aspects à cette boucle de rétroaction, c'est-à-dire d'un côté les pressions écologiques ou disons, les dégradations environnementales vues dans l'absolu, c'est-à-dire indépendamment de qui cause quoi comme pollution, qui cause quoi comme gaz à effet de serre. De l'autre côté, les inégalités économiques et politiques. Si on voulait complexifier le tableau, probablement qu'on pourrait, encore une fois, distinguer ces deux types d'inégalités et avoir un tableau plus sophistiqué. Et dans un troisième temps, les inégalités écologiques, c'est-à-dire les inégalités face à ces dégradations environnementales. Ce point d'intersection, en fait, entre, d'un côté, les enjeux d'inégalité et de pauvreté, et de l'autre côté, la crise environnementale, fait l'objet de recherches depuis un certain nombre d'années, surtout depuis, je dirais, le rapport Brundtland en 1987, qui a été, disons, le premier rapport international, le premier rapport influent à tracer explicitement le lien entre les enjeux de pauvreté et d'inégalité et la crise écologique. Et puis depuis, après dans les années 80, il y a eu les travaux pionniers de Robert Bullard aux États-Unis, qui est un juriste, et qui a examiné en fait comment est-ce que l'exposition à différents types de contamination, par exemple contamination des sols, contamination des cours d'eau, exposition aux déchets nucléaires, des choses comme ça, était d'une manière disproportionnée subie par les Afro-Américains. D'où son expression de racisme environnemental. Et puis ensuite, du côté de la philosophie politique, qui est
mon domaine, s'est développée ces dernières années une école de pensée qu'on appelle éco-socialiste, avec des auteurs comme David Pepper, John Bellamy Foster, Michael Lowy aussi, et qui, encore une fois, examine ce point d'intersection entre inégalité et crise environnementale. Donc, comme je l'ai dit, il y a tout un bagage derrière moi. Aujourd'hui, je ne réinvente pas la roue, je m'appuie largement sur toutes ces recherches. Le petit grain de sel que j'aimerais apporter, c'est justement cette notion de boucle de rétroaction socio-écologique comme lentille d'approche pour mettre en lumière ce point d'intersection. Alors, je crois qu'un bon point de départ pour examiner cette dynamique, c'est ce qu'on appelle la courbe environnementale de Kuznets. Donc, au départ, l'hypothèse de la courbe environnementale de Kuznets, c'était que pour une population pauvre donnée, que ce soit au niveau d'une communauté ou d'une nation entière, la croissance économique aurait pour effet initial d'accroître le niveau global de pollution et de dégradation environnementale, mais qu'une fois franchi un certain seuil de développement et de richesse, ce niveau de pollution et de dégradation commencerait à diminuer. La raison étant que ces populations auraient alors les moyens, informations, technologies propres, etc., d'adopter des pratiques respectueuses de l'environnement. Alors, la relation de croissance et pollution formerait une courbe en cloche. C'était, disons, l'hypothèse de départ. Mais on s'est rendu compte, avec les travaux empiriques, on s'est rendu compte assez rapidement que cette courbe en cloche ne reflétait qu'une petite partie de la réalité. Et pour avoir un tableau un peu plus complet, on avait besoin plutôt de 3 courbes. Donc, 3 courbes sont nécessaires pour décrire fidèlement les facettes du lien entre dégradation environnementale et croissance économique. Donc, les principales formes de pollution qui suivent la courbe en cloche, donc la courbe B, sont les émissions de dioxyde de soufre, les particules en suspension dans l'air, les contaminations fécales et de métaux lourds dans les rivières et dans les sols, et la déforestation. Pour ce qui est, par exemple, de l'accès à l'eau potable et à des installations sanitaires, là, on a plutôt une courbe linéaire décroissante, c'est-à-dire que le développement économique se traduit de façon constante par un meilleur accès à l'eau potable et à des installations sanitaires. Mais concernant les émissions de gaz à effet de serre et les déchets domestiques, la courbe obtenue est tout bonnement linéaire croissante, c'est-à-dire que plus vous avez de croissance économique, plus vous avez une grande richesse per capita, plus vous produisez de déchets et de CO2. Donc, plus vous produisez de déchets domestiques et de déchets carboniques. Et ce qui est frappant, c'est que les formes de pollution qui suivent la courbe en cloche, la courbe B, sont des pollutions essentiellement locales, dans la mesure où les pollueurs, souvent, sont les principales victimes de cette forme de pollution. Et les dégradations environnementales décrites par la courbe linéaire décroissante, la C, ne sont pas strictement locales. Au contraire, il s'agit de formes de pollution qui peuvent plus facilement être externalisées. Le secrétariat de la Convention de Bâle, en fait, nous apprenait récemment qu'environ 10 millions de tonnes de déchets toxiques sont exportés chaque année à travers le monde. Et puis, dans le cas du CO2, le coût de votre pollution est partagé avec l'ensemble de l'humanité, incluant ceux qui ne contribuent pas ou peu à l'effet de serre. Comme ces formes de pollution peuvent être en grande partie externalisées, ça crée un incitatif pervers pour ceux qui sont du côté droit du graphique, c'est-à-dire les pays riches. Alors, pour reprendre les mots d'Éloi Laurent, les inégalités, ouvrez les guillemets, aggravent l'incitation à l'externalisation des coûts. Parce que cet écart s'accroît, il est plus facile de transférer les dommages environnementaux des plus riches vers les plus pauvres. Et toujours selon Éloi Laurent, l'inégalité accroît l'irresponsabilité écologique des plus riches. Fermez les guillemets. Autrement dit, les déchets domestiques et les émissions de CO2, de par leur nature, sont plus faciles à externaliser qu'une contamination au mercure des eaux souterraines ou l'érosion des sols causée par la déforestation. Mais ce qu'il faut rajouter, c'est la dimension du pouvoir. Ceux qui produisent les pollutions plus faciles à externaliser sont les pays riches, encore une fois du côté droit du graphique, et les pays riches ont en même temps le pouvoir d'imposer ces dégradations environnementales aux pays pauvres sans tenir compte des contraintes, fussent-elles morales, légales, imposées par les conventions internationales ou brandies par des ONG environnementales. Et donc, pas étonnant que George Bush, père, à la tête du pays le plus riche de l'histoire, ait déclaré sans scrupule à la conférence de Rio en 1992 « Notre mode de vie n'est pas négociable ». Et qu'une décennie plus tard, George Bush fils ait simplement refusé de ratifier les accords de Kyoto. Et donc, cette relation entre les types de pollution et les niveaux de richesse n'est pas le fruit du hasard. En dessous d'un certain seuil de richesse, on peut présumer que les individus ou les populations n'ont peut-être pas les moyens de se soucier de leur empreinte écologique,
Déjà, ça, c'est peut-être à remettre en question. Ce seuil de richesse est atteint au prix d'une empreinte écologique plus grande. Et une fois atteint ce seuil, on devient fortement incité à diminuer tous les types de pollution qu'on cause. Mais pour les types de pollution qu'on subit nous-mêmes, on est incité à y mettre un terme. Par contre, pour les types de pollution qui peuvent être à moindre coût ou à moindre effort déplacés dans la cour d'à côté, nous sommes malheureusement tentés par cette stratégie opportuniste. Alors pour résumer, ce sont les pays les plus riches qui produisent le plus de déchets domestiques et de CO2. Ces formes de pollution peuvent facilement être externalisées et ceux qui en sont à l'origine sont incidemment ceux qui ont le pouvoir d'imposer aux plus faibles leurs déchets domestiques et atmosphériques. Et les populations pauvres produisent des formes de pollution qu'elles endurent elles-mêmes, du moins en grande partie. Conséquemment, le fardeau de la crise environnementale est en grande partie évité par les plus favorisés et en grande partie subi par les plus défavorisés. Et ce poids sur les épaules d'individus et de populations déjà vulnérables représente un obstacle supplémentaire à leur développement. Il les maintient donc du mauvais côté de la courbe en cloche. Ça les amène alors à causer encore davantage de dégradations environnementales subies par elles seules, ce qui représente un frein supplémentaire à leur développement. Par exemple, le taux de déforestation reste élevé, ce qui accentue l'érosion des sols, ce qui réduit la fertilité de la terre, ce qui nuit aux récoltes, ce qui freine encore davantage le développement, etc. Bien sûr, il faut éviter de donner une explication simpliste des trappes de pauvreté, pour reprendre l'expression d'Esther Duflo et de Abhijit Banerjee. Donc, une explication simpliste des trappes de pauvreté et de leurs causes. Les nuisances environnementales ne sont qu'un facteur parmi d'autres, mais ce facteur ne doit pas être sous-estimé. D'abord, au niveau mondial, une large proportion des populations les plus défavorisées vit dans les milieux ruraux et dépend de l'activité agricole. Ce sont donc des individus qui dépendent directement des conditions météorologiques et qui sont lourdement affectés par les sécheresses, les événements météo violents, etc. Des phénomènes donc qui sont aggravés par les changements climatiques causés par l'être humain, ou plus précisément causés par les êtres humains les plus riches de la planète. Il y a une autre raison pour laquelle les dégradations environnementales et les inégalités vis-à-vis de ces dégradations renforcent les inégalités économiques et les problèmes de pauvreté, c'est la question de la santé, qui a été évoquée un peu plus tôt. L'un des plus importants facteurs contribuant à l'écrasement des plus défavorisés dans une trappe de pauvreté, c'est la qualité de leur santé. Et celle-ci dépend directement de leur environnement immédiat. C'est ce que décrivent, encore une fois, Esther Duflo et Abhijit Banerjee dans leur livre « Repenser la pauvreté », qui, en fait, dans les dernières années, est un des livres les plus importants et les plus, je dirais, novateurs en ce qui concerne l'analyse de la pauvreté. Un livre bien influent. Et donc, ils disent, ouvrez les guillemets, « Il ne fait pas de doute que la santé est susceptible d'être la source de nombreux pièges de pauvreté. Ainsi, les travailleurs qui vivent dans un environnement insalubre ont plus de risques de perdre des journées de travail, les femmes qui accouchent dans un tel environnement ont plus souvent des enfants fragiles, et les maladies fréquentes peuvent nuire à la scolarité des enfants. » Ferme les guillemets. Autrement dit, si vous vivez à proximité d'un site d'enfouissement de déchets qui viennent en partie des pays riches, il y a de bonnes chances que ça nuise à votre santé, par exemple en raison des fumées toxiques, et ces effets sur la santé risquent d'entraîner d'autres effets négatifs dans votre vie. Pour reprendre l'expression de deux philosophes américains, les effets de la pollution peuvent s'avérer redoutables parce qu'ils sont corrosifs, au sens où des nuisances environnementales nuisent à d'autres sphères de l'existence humaine et au développement de nos facultés. À l'inverse, certaines études montrent arrivent à la conclusion qu'un environnement sain n'est pas seulement bénéfique pour la santé des individus, mais peut avoir pour effet de promouvoir l'intégration sociale. Par exemple, on se rend compte que quand il y a au milieu d'espaces urbains des espaces végétalisés, non seulement c'est bon pour la santé physique, c'est bon aussi pour la santé psychologique, mais c'est aussi un facteur d'intégration sociale au sens où ça favorise les rencontres, tout bonnement. Alors, pour illustrer en fait cette dynamique que j'essaie d'expliquer, je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple du Kenya. Donc, le Kenya, qui a un PIB, donc une richesse nationale environ 200 fois inférieure à la richesse de l'Europe, c'est un pays qui croule sous les déchets électroniques, en fait, déchets d'ordinateurs, de frigos, de poêles, etc. Entre autres, de déchets électroniques, mais pas seulement des déchets électroniques venus d'ailleurs, surtout d'Europe. On estime qu'il y a plus de 30 millions de récupérateurs informels au Kenya, c'est-à-dire des gens qui tentent de récupérer dans les décharges des matériaux ayant une certaine valeur. Donc, dans les déchets électroniques, souvent il y a de petites quantités d'or, d'argent et de cuivre.
Mais il y a aussi des petites quantités de mercure, de plomb, etc., qui peuvent contaminer les sols ou les cours d'eau et avoir des effets dramatiques sur la santé humaine. Et au Kenya, comme dans beaucoup d'autres pays moins fortunés, il n'y a pas de politique adéquate de gestion des déchets et de recyclage. Les autorités locales n'ont peut-être pas les moyens de gérer adéquatement cette crise des déchets. Et ce qui n'aide certainement pas à la lutte contre la pauvreté, ce qui n'aide certainement pas à la lutte contre la pauvreté. Au Kenya, il y a environ la moitié de la population, en fait 40 à 45 qui vit sous le seuil de pauvreté, défini comme étant celui de 2 $ par jour. Ajoutons aussi que le Kenya est un petit émetteur de gaz à effet de serre. Mais c'est quand même l'un des pays les plus touchés par les changements climatiques, surtout dans la région de Turkana au nord, où les droits de base des populations seront difficiles à assurer à cause des changements climatiques. Et on l'a vu en fait en 2016-2017, le Kenya a été frappé par une sécheresse, comme plusieurs pays d'Afrique de l'Est, qui a dévasté les récoltes, en plus de rendre difficile l'accès à l'eau et à l'alimentation. Et donc des sécheresses qui seront, en raison des changements climatiques, plus fréquentes et plus sérieuses. Alors, une petite question, est-ce que le Kenya est un pays qui a un poids important, un poids politique, important dans les négociations internationales sur le climat? Malheureusement, non. Est-ce qu'il a le pouvoir de forcer, par exemple, les États-Unis ou l'Europe à respecter des cibles plus exigeantes en matière de réduction des gaz à effet de serre? Malheureusement, non. Ce qui laisse le champ libre pour les pays riches de continuer à accroître impunément leurs gaz à effet de serre. Bref, dans un pays comme le Kenya, le manque de moyens économiques, le manque de moyens politiques, tant au niveau local que pour la comparaison internationale, les inégalités écologiques, toujours au niveau international, et les dégradations environnementales prises au sens large, tout ça se renforce mutuellement. Ces effets de renforcement mutuel entre les pressions écologiques, les inégalités face à ces pressions écologiques et les inégalités socio-économiques rendent la tâche très difficile. Mais je ne veux pas verser dans une forme de fatalisme et insinuer que, puisque les causes sont multiples et se renforcent mutuellement, il y a peu de chances qu'on maîtrise la situation. Par contre, il y a une chose sur laquelle je voulais insister. En fait, il y a deux choses sur lesquelles je voulais insister, et je vais vous laisser là-dessus. D'abord, les philosophes politiques, en fait, qui se sont intéressés à la crise environnementale, se sont surtout intéressés ces dernières années à la question du climat. Il y a ce nouveau champ absolument fascinant qui est celui de la justice climatique. Mais trop souvent, on a comme l'impression que la crise environnementale est réductible à la crise climatique, ce qui n'est pas du tout le cas. Et c'est une des choses que je voulais faire dans cette présentation, c'était de montrer que différents types de pollution, différents types de dégradation environnementale posent différents problèmes. Ensuite, la principale idée sur laquelle j'aimerais vous laisser, c'est la suivante. Une stratégie de préservation de l'environnement ne peut faire l'économie d'une stratégie de lutte contre les inégalités, en particulier les inégalités internationales, et vice-versa. Si on luttait seulement contre la pauvreté et contre les inégalités, sans mettre en place des politiques plus ambitieuses de protection de l'environnement, sans des politiques, par exemple, visant à diminuer drastiquement nos déchets domestiques et nos déchets carboniques, la lutte sociale serait très difficile à mener, parce que ces dégradations environnementales viendraient exercer une pression sur les inégalités et sur la pauvreté. Alors la lutte sociale contre la pauvreté et les inégalités et la lutte pour la protection de l'environnement doivent vraiment se faire en tandem. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie de votre attention.